Écoutez, on a 45 minutes. Je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être des déjeuners, des choses ensuite, à organiser, à faire. Donc je vous propose de commencer, dès maintenant. Écoutez, on a 45 minutes. Je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être des déjeuners, des choses ensuite, à organiser, à faire. Donc je vous propose de commencer, dès maintenant. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de vous sensibiliser à la manière dont la blockchain peut être utilisée dans le cadre de contentieux, de vous partager de manière, assez large, des réflexions sur le sujet et de façon un petit peu plus particulière, avec SmartProv. Évidemment, je vais répondre à vos questions, au fil de l'eau. Je me ferai un plaisir de le faire au fur et à mesure. Donc on a 45 minutes. Je vais vraiment essayer de tenir le délai parce que je sais que chacun est susceptible d'avoir ses obligations. Comme je vous le disais, l'objectif c'est une première conférence, mais une première conférence qui va en introduire d'autres. L'idée c'est de faire 3 conférences. Cette première conférence, elle est vraiment sur une sensibilisation sur le sujet. On va en faire une ensuite sur la manière dont vous pouvez utiliser de nouveaux outils et utiliser la blockchain dans votre métier d'avocat ou dans vos métiers de professionnels du droit plus largement, parce que je crois qu'on a aussi des huissiers, des notaires et des juristes qui nous écoutent. Donc l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu tout ça et dans quelle mesure ça peut vous aider dans votre relation client. Et puis après, il y aura un dernier webinar, et j'aurai l'occasion d'en reparler à la fin, qui sera sur la façon dont vous pouvez construire des modèles économiques et des offres de services autour de ces sujets en tant que professionnel du droit. Pour me présenter en 2 mots, donc je suis fondateur, alors je fais du conseil en transformation digitale pour les professionnels du droit depuis 2015, donc depuis 8 ans maintenant, et j'accompagne notamment l'Union nationale des huissiers de justice, maintenant commissaire de justice, et dans leur stratégie d'innovation. Et dans ce cadre-là, on a été amené à développer un projet qui s'appelle SmartProv, et l'idée, c'est de vous partager les réflexions et toute l'expérience qu'on a eue avec SmartProv et la blockchain sur le sujet de la preuve et du contentieux. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Quelques éléments d'introduction déjà sur les enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est pas de vous parler de choses très techniques, d'accord? Donc, il y avait une revue d'Alloz qui était sortie il y a un an, à peu près, d'Alloz IP IT, hyper intéressante sur le sujet, mais aussi extrêmement pointue et experte, et parfois on ne touche pas forcément terre. Là, l'idée, c'est d'être le plus pratico-pratique, le plus proche possible de la réalité terrain et de vos métiers. Donc, on ne va pas forcément parler de droit automatisé, de smart contracts extrêmement pointus qui pourraient générer des engagements très techniques et des décisions de justice derrière, etc., etc. On va rester les pieds sur terre. Et comment vous pouvez aujourd'hui utiliser la blockchain, faire utiliser la blockchain à vos clients pour renforcer la force probante d'un dossier de conclusion et ainsi de suite. Alors, vous connaissez tous, il y a 2 grands principes fondamentaux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en droit, la preuve est libre. Ça, c'est un principe que vous connaissez tous, je vais avoir l'occasion de le rappeler après. Et puis le deuxième principe, c'est qu'aujourd'hui, sans preuve, on ne peut pas faire valoir ses droits, on ne peut pas démontrer sa bonne foi, et on est en position de faiblesse dans le cadre d'un contentieux ou de négociation. Et ces situations, elles concernent monsieur tout le monde, et monsieur tout le monde au sens du justiciable, mais aussi de l'entreprise. Elles concernent en fait plein de situations du quotidien. Voilà, donc l'idée, c'est de vous apporter des éléments de réponse à ce niveau-là. Alors, on va avoir 3 temps aujourd'hui. Premier temps, on va essayer de comprendre comment la blockchain peut s'inscrire dans un dispositif qui va donner plus de force probante à des éléments. Premier point. Et quelles sont aussi ses faiblesses. Le but, c'est pas de vous dire que la blockchain résout tout, sans vouloir spoiler la suite, mais vraiment, c'est d'avoir cette approche-là, d'essayer de comprendre les avantages, les faiblesses, et de les avoir bien en tête quand vous le faites utiliser pour vos clients ou vous l'utilisez dans le cadre de dossiers. Le deuxième point, ça va être de réfléchir et de vous montrer comment la blockchain aujourd'hui peut avoir une force probante reconnue, et enfin une force ou une valeur probante reconnue, et comment ça marche, et quels sont, pareil, les points forts, les faiblesses et les débats dans la matière. En France, on prendra quelques exemples européens aussi. Et puis après, on fera une petite démo de SmartProv pour vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi peut ressembler un outil
sur le sujet. On a passé les présentations. Je ne sais pas si on est plus nombreux pas sur le live. Ouais, on est une cinquantaine, c'est bien, ça monte. On va rentrer sur la partie intérêt. Quel est l'intérêt de la blockchain aujourd'hui dans le cadre d'un contentieux? Et on va commencer avec quelques rappels. Bonjour depuis la Martinique, eh ben, formidable. Bonjour à vous Nathalie. Donc quelques rappels. Déjà, une preuve, c'est quoi d'un point de vue technique pour mieux comprendre, analyser ensuite les outils et les technos qui sont en place. Pour que un élément puisse avoir une valeur probante sérieuse, il y a plusieurs choses à observer. La première chose, c'est est-ce que l'identité de la personne qui a collecté la preuve est connue? Est-ce qu'on peut s'en assurer? Quelles sont toutes les normes qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne qui a fait le dépôt? En fait, cette question-là, elle se rapproche de la question et des normes qui ont été établies en matière de signature électronique. Je ne suis pas là pour faire un cours sur la signature électronique, en plus, je n'en ai pas forcément eu la compétence complète. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 niveaux de signature électronique et derrière, l'enjeu, c'est de pouvoir vérifier l'identité de la personne qui a signé et effectivement vérifier qu'elle a bien un consentement qui est éclairé et que c'est bien fait tel jour, telle heure. Donc voilà, donc cette question de l'identité de la personne qui collecte la preuve, elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui va permettre de vérifier les éléments qui auront été collectés et surtout la personne, le contexte dans lequel ça a été fait. Le deuxième point, c'est la sincérité. Est-ce que je suis sûr et certain que le fichier que je collecte ou que je reçois n'a pas été modifié, n'est pas un faux. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un procès récent d'avocats qui ont été dupés par leur partie. Alors, je ne vais pas du tout refaire l'histoire ici, mais on peut très facilement aujourd'hui effectivement se retrouver dans des situations dans lesquelles on se retrouve avec des faux et c'est compliqué de connaître, de savoir si l'élément n'est pas biaisé, on ne sait pas de nous tromper avec la preuve qui est apportée ou le fichier qui va être apporté. Et puis le dernier point, c'est l'intégrité. Est-ce que finalement le fichier qui est déposé et la copie que je vais en avoir est fiable? Comment m'assurer que cette copie-là ne va pas se déformer entre le moment où elle a été collectée et le moment où je vais la stocker et ainsi de suite. Donc là-dessus, il y a des éléments d'intégrité. Ces trois axes-là, en fait, c'est les 3 axes fondamentaux qui vous permettent de toujours questionner le fichier que vous avez en votre possession et de vous demander si ce fichier-là est bon, fiable ou non. Maintenant, si on le place dans le contexte blockchain, alors oui, et donc, qu'est-ce qui se passe dans les faits, d'accord? Donc une preuve, c'est quoi? Vous avez bien compris les 3 piliers. Maintenant, dans les faits, évidemment, toutes les preuves ne se valent pas et toutes ne vont pas emporter l'intime conviction d'un juge. Et il y a des tas d'exemples et des tas de situations, c'est ce qui va faire la transition avec la blockchain, dans lequel aujourd'hui un magistrat va refuser un élément de preuve, un fichier qui va être transmis dans le cadre de conclusion pour une des parties, pour sa défense, au titre que la photo ou le fichier n'est pas daté. Alors, je vous ai pris un exemple d'un arrêt de la Cour d'appel d'Angers ici. Vous en avez pléthore, vous en avez des centaines, des arrêts comme ça, où le magistrat rejette un fichier photo ou un screen d'écran, une impression d'écran, tout simplement parce que la preuve n'est pas apportée. Donc, dans les faits, on sait que la question de la datation, elle est importante. Et ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est qu'on a une réponse à cette question de la datation. Est-ce que j'ai pas... Non, c'est bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'est-ce que va permettre de faire la blockchain? Avant de rentrer dans les exemples pratiques, déjà, est-ce que vous savez tous ce qu'est la blockchain? Au moins d'un point de vue très, très vulgaire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permet de savoir si je peux faire un rappel très vulgarisé. Les experts de la blockchain m'en voudront, mais pas forcément vous. Est-ce que vous voulez que je fasse un rappel très très simple de la façon dont fonctionne une blockchain? Je ne vois pas de réponse, pas de commentaire. Donc, voilà, la blockchain, ça vous parle. Non, ok. Bon, je pense que c'est suffisant. En très très simple, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir la blockchain. Vous allez pouvoir, avec la blockchain, alors, des définitions extrêmement vulgarisées, vous n'en voudrez pas, mais au moins comprendre comment ça marche. Vous allez déposer un fichier. Ce fichier va faire partie d'un ensemble de maillons. Et cet ensemble de maillons, qui est donc une chaîne, va être attesté et partagé à
plein de personnes qu'on appelle des mineurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être garants de cette chaîne-là et qui vont effectivement attester que le fichier a bien été déposé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est la dimension décentralisée en fait, de la blockchain qui est intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez déposer un fichier dans la blockchain et le fait que vous ayez déposé ce fichier va faire partie d'une chaîne qui va être détenue par plein de personnes. Le fait qu'elle soit détenue et certifiée, enfin, certifiée peut-être pas le bon terme, mais minée et détenue par plein de personnes, ben, ça le rend infalsifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut potentiellement altérer le fichier qui a été ancré, ben, immédiatement ça va se voir puisque les 1000 autres, par exemple, personnes qui auront ce fichier-là, mineurs, vont pouvoir bah, se rendre compte qu'elle a été falsifiée à ce niveau-là. Il n'est pas dans tous les autres, dans tous les autres ordinateurs, donc potentiellement vous arrivez à détecter tout de suite une fraude. C'est-à-dire que pour tromper la blockchain, il faudrait qu'il y ait une majorité des personnes qui détiennent l'intégralité de la chaîne et qui peuvent la vérifier. Il faudrait que le fichier ait été altéré dans plein d'ordinateurs et auprès de plein de personnes qui sont garantes de l'intégrité de la blockchain simultanément, ce qui est quasiment impossible. Donc c'est vraiment ce qui est à garantir. Alors, je suis vraiment désolé, ma définition, elle est vraiment très très basique, elle passe à côté de plein de subtilités, et j'ai essayé de la vulgariser le plus simplement possible. Concrètement, pour vous, quel est l'intérêt de la blockchain? C'est que vous allez pouvoir déposer ou faire déposer à vos clients des fichiers. Et ces fichiers, ils vont être ancrés sur la blockchain, déposés sur la blockchain à une date certaine. C'est-à-dire qu'on va savoir que le fichier que vous avez mis dans la blockchain a telle caractéristique et a été déposé tel jour, telle heure, de façon certaine. Et personne ne va pouvoir falsifier cette information-là sur les blockchains décentralisées. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et cerise sur le gâteau, alors en fait, on est déjà dans les exemples pratiques, cerise sur le gâteau, c'est que vous avez une copie du fichier que vous avez déposé dans la blockchain, que vous avez fait ancrer dans la blockchain, vous gardez une copie, ou votre client garde une copie. Si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, on vous demande potentiellement de démontrer que le fichier que vous avez en votre possession est bien celui que vous aviez déposé le 23 février 2023, ça va être possible, c'est-à-dire que vous allez remettre le fichier dans la blockchain et vous allez pouvoir comparer l'empreinte. Et si l'empreinte est identique, ça montre bien que le fichier que vous avez dans votre possession est celui qui avait été déposé tel jour, telle heure. Donc en fait, la blockchain est géniale pour assurer un eurodatage certain d'un fichier et pouvoir démontrer que le fichier que vous avez en votre possession est bien le fichier qui avait été déposé tel jour, tel jour. Vraiment, ça garantit de façon certaine, moi, ce que j'appelle l'intégrité. C'est-à-dire qu'on est certain que le fichier que vous avez déposé à un moment T, 3 ans après, vous pouvez vérifier que le fichier que vous avez en votre possession, que vous allez remettre à un magistrat ou une partie adverse, vous allez pouvoir démontrer que c'est bien le fichier qui avait été déposé. Donc, la blockchain est extrêmement puissante pour ça. Et vous allez avoir des cas d'usage fréquents, connus. Je prends l'exemple d'Hippocampe ici. Il y a d'autres acteurs de la place. Je prends l'exemple d'Hippocampe parce qu'on travaille avec SmartPreuve qui vont l'utiliser en matière de dépôt de création. Donc ça va être très utilisé en matière d'IP-IT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un designer, je viens de créer un logo ou toute une charte graphique pour mon client, quelque chose d'original. Je vais prendre ces éléments-là, et je vais les ancrer, je vais les déposer dans la blockchain. Et je vais pouvoir démontrer que le 23 février 2023 à 12h15, c'est moi qui ai créé ces fichiers-là. Si une personne commence à les utiliser un mois après, je vais pouvoir dire, mais attendez, on est en train de me copier, et c'est bien moi qui suis créateur, l'inventeur de ce logo. Voilà. Donc ça va être particulièrement intéressant en matière de création de design. Ça va être aussi intéressant sur tout ce qui va être recherche et brevet, parce que je vais pouvoir démontrer que mes équipes avaient travaillé sur tel type d'innovation à tel moment, avec tel et tel type de résultats. Donc, je vais pouvoir scanner ou déposer sur la blockchain un ensemble de documents, mes carnets de laboratoire, qui vont pouvoir montrer que, effectivement, j'avais un niveau d'avancement certain sur telle ou telle innovation à tel moment. Et donc, si je copie ensuite, ça permet de faire valoir ses droits et de démontrer qu'on est bien le créateur. Alors, hyper intéressant pour ces raisons-là, et ça fonctionne bien. Maintenant, je pense que je ne sais pas si vous avez compris ça, mais le problème, c'est la sincérité des éléments qui sont déposés. C'est-à-dire que très bien, ça fonctionne, je suis créateur d'un logo, je le dépose dans la blockchain, ça me donne une présomption d'être le créateur de l'élément. Alors, quel avantage par rapport à l'INPI? Quand vous déposez à l'INPI, vous pouvez avoir un delta entre le moment où vous déposez le fichier ou non. Quand vous déposez à l'INPI, donc quand je dis un delta, c'est un temps en fait qui va s'écouler. Donc là, ici, l'avantage, c'est que c'est instantané. Vous pouvez télécharger ou mettre sur la blockchain des brouillons qui montrent une direction dans laquelle vous allez aller. Donc ça, en fait, ça va permettre à votre client ou à vous
d'acter les avancées de vos réflexions en temps réel. Et donc du coup, l'INPI va effectivement protéger votre marque et les éléments qui sont liés à la marque. L'avantage d'un ancrage blockchain, c'est que vous pouvez démontrer tout un processus de création. Et vous allez pouvoir le faire de façon instantanée. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que dès qu'un designer crée un logo pour un client, par exemple, ou que le client reçoit le logo, il le dépose à l'INPI. Il y en a certains qui ont des bonnes pratiques qui le font, mais il y en a énormément qui ne le font pas forcément ou qui mettent un certain temps pour le faire. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir démontrer l'antériorité de la création de façon quasiment instantanée. On va revenir sur la partie juridiction, Isabelle, juste après. C'est le temps 2 de l'intervention. Donc voilà, donc ça, très intéressant sur ces situations-là. Maintenant, concrètement, la blockchain ne résout pas 2 autres points fondamentaux. C'est la sincérité. Est-ce que je suis certain que le document, parce que si je me mets à ancrer des faux dans la blockchain, certes, le fichier va être intègre, mais c'est un faux au départ, donc il n'aura aucune valeur légale, ou il aura une valeur complètement contestable qui pourrait tromper un magistrat ou un tiers de confiance. Donc là-dessus, attention. La question est par rapport à l'enveloppe solo. Oui, c'est des alternatives en fait. Les questions se posent là-dessus. J'ai eu plusieurs questions qui sont venues par rapport à l'enveloppe solo. Ça va fonctionner de façon un petit peu différente, mais je vous apporterai des réponses pour le coup sur l'enveloppe solo. Je vais en parler dans le webinaire de la semaine prochaine en comparaison sur les différentes options et les outils que vous pouvez fournir à vos clients ou vous pouvez recommander à vos clients. Donc ça va plus être sur le volet recommandations clients. On en parlera, Claire, la semaine prochaine. Donc du coup, question. Je mets un faux sur la blockchain, potentiellement, mon intégrité n'est pas bloquée, et pas prouvée, pardon. En tout cas, elle va être... il y a bien une intégrité, mais comme le fichier au départ est faux, en fait, la preuve est complètement contestable et sera contestée. De la même manière, si j'usurpe l'identité de quelqu'un et que je fais un dépôt, de la même manière, si ces éléments-là ne sont pas vérifiés, potentiellement, votre preuve va être facilement discutable. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer que finalement, il y a des tas de situations dans lesquelles la blockchain ne résout pas tout et la question de la sincérité et de l'identité va pouvoir être remise en question et va rendre votre preuve caduque. Donc la blockchain ne résout pas tout. La blockchain va juste permettre d'assurer cette date certaine et le fait que le fichier que vous avez en votre possession est conforme avec celui qui était ancré. Donc, aujourd'hui, la blockchain, c'est un outil qui a du sens, c'est techno qui a du sens s'il y a des éléments de contexte qui vont permettre de l'utiliser d'une certaine manière et qui vont permettre de rendre la plus sécure possible la preuve qui va être collectée. Ça va renforcer le dispositif probant, mais ça ne fait pas tout. Je prends quelques exemples. Je pense que vous prenez tous des téléphones portables avec des photos avec votre téléphone portable. Aujourd'hui, on peut appliquer en 2 clics des filtres, on peut modifier un certain nombre de choses. Sur les iPhones ou sur un certain nombre d'Android, vous pouvez modifier la date de prise de photo, vous pouvez modifier le lieu dans lequel elle a été prise, donc vous pouvez tromper finalement la photo et le contexte dans lequel vous avez pris. De la même façon, c'est extrêmement simple de faire un faux de pièce d'identité. Je prends l'exemple ici d'une pièce d'identité de Nicolas Beaulieu, qui est un faux avocat, qui est en fait un prête-nom pour écrire des nouvelles. Et du coup, vous pouvez tout à fait créer une fausse pièce d'identité pour vous faire passer pour la personne, et cette personne n'existe pas. En revanche, au premier coup d'œil, ça semble être un scan tout à fait crédible pour utiliser ça. Et évidemment, c'est la même chose sur des contrats ou sur des documents qui pourraient être falsifiés. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez ancrer dans la blockchain, mais en fait, vous ancrez un fichier qui aujourd'hui n'a pas une valeur probante qui serait tout à fait discutable. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, c'est que la blockchain ne peut suffire elle-même pour collecter une preuve. Et ça c'est vraiment clé. L'INPI a ouvert une blockchain, on va le faire. C'est une bonne question, je ne sais pas, Isabelle, mais je vais regarder. Je vous ferai une réponse en complément du webinaire dans les commentaires. Vous la trouverez sur LinkedIn. Alors, le deuxième point de cette intervention, c'est quelle est la valeur probante de la blockchain aujourd'hui. Donc, vous avez compris que la blockchain ne se suffit pas à elle-même, que c'est un dispositif qui est effectivement puissant et très fiable pour démontrer un eurodatage. En revanche, s'il n'y a pas des garanties en amont sur la manière dont les fichiers sont collectés et ou sur l'identité de la personne qui les collecte, potentiellement, il y a des failles, il y a des éléments de discussion qui peuvent rendre caduque le dispositif. Donc du coup, quelle est la valeur probante et comment ça fonctionne? Alors,
J'ai commencé par ça en intro, je le rappelle ici. En matière civile, commerciale, pénale, principe fondamental, c'est la preuve d'un fait juridique est libre. Et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Donc ça, c'est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez démontrer un fait juridique, mais je vous apprends rien, vous pouvez l'apporter par tout moyen. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir en votre possession un acte authentique, un constat d'huissier, un document, un acte sous seing privé, et ainsi de suite. Il y a plein de situations pour lesquelles on n'a pas tout ça et on veut démontrer sa bonne foi et on y arrive avec des éléments de preuve. Globalement, évidemment, il y a des limites à ça. Il y a des dispositions qui vont, quand c'est dans l'intérêt du pouvoir souverain de l'État, vous allez avoir des dispositions qui vont permettre de faire valoir ça, de rendre, de donner une force probante à certains éléments. Parfois, d'un point de vue contractuel, vous allez pouvoir créer des conventions sur les preuves. Et puis après, il y a évidemment les principes fondamentaux de la preuve, sur la loyauté, la manière dont elle a été collectée, pas de preuve à soi-même, et la proportionnalité, c'est-à-dire que le juge va regarder en fonction de ce qu'on veut démontrer du préjudice subi, si la preuve qui est apportée est légitime ou non. Bon, je passe sur ces éléments-là, je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit et encore une fois, je n'en ai pas forcément les compétences. Par contre, c'est important de connaître ces limites-là. Principe, liberté de la preuve, limite, principale limite, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle-ci. Alors, maintenant, si on essaie de classer un petit peu, parce que je vous ai dit principe de liberté de la preuve, mais toutes les preuves ne se valent pas, on va avoir les preuves qui vont avoir une force probante. C'est-à-dire qu'elles vont s'imposer à un magistrat, il sera obligé de les prendre en compte, sauf inscription en faux, et donc c'est extrêmement difficile. Alors, évidemment, c'est le Graal, et c'est le mieux, et quand votre client vous apporte un acte authentique ou un constat d'huissier, c'est plutôt bien engagé pour la suite des opérations. Encore faut-il que les éléments puissent les éléments que vous voulez démontrer transparaissent bien sur l'acte ou sur le constat. L'inconvénient de ça, évidemment, quand vous faites déplacer un tiers de confiance et ainsi de suite, il y a un coût qui n'est pas forcément neutre, qui s'adapte pas forcément à toutes les situations. Il faut trouver un professionnel et il y a plein de situations, il y a un délai d'intervention, il y a plein de situations dans lesquelles aujourd'hui, on a besoin de collecter une preuve de façon instantanée et c'est difficile de faire intervenir le professionnel dans la minute. Et il va y avoir des délais, quand bien même il est très réactif, il y aura un délai de quelques heures. Donc voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, vous avez plein d'autres situations dans lesquelles, et c'est comme ça que la plupart du temps, vous travaillez avec vos clients, à défaut d'avoir un acte authentique ou un constat d'huissier ou un rapport d'expertise judiciaire, vous allez avoir en fait, vous allez apporter et essayer de créer un faisceau d'indices pour démontrer la bonne foi de votre client. Par des témoignages, par des éléments photos qu'il pourrait avoir en sa possession, bref, plein d'éléments qui vont permettre d'apporter la preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments individuellement, la plupart du temps, vous pouvez très facilement les contester. Qu'est-ce qui prouve la date certaine du document? Qu'est-ce qui prouve... Je prends des exemples. Un exemple que je prends souvent, c'est des échanges SMS ou du harcèlement en ligne. Soit vous avez un constat d'huissier, évidemment c'est le must, et vous allez pouvoir démontrer l'identité des personnes qui reçoivent le message, mais il y a plein de situations dans lesquelles aujourd'hui, vous allez, dans le cadre de divorce ou d'harcèlement, faire valoir de simples screenshots, et les juges les retiennent, des simples impressions d'écran, sans forcément plus d'éléments de contexte. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un pseudonyme qui a laissé le message? Qu'est-ce qui prouve que c'est bien le mari ou la femme qui est l'expéditeur du message, etc., etc. C'est très très facile de duper aujourd'hui dans une procédure sur ce type d'éléments-là. Et donc du coup, évidemment, le must, c'est d'avoir un constat d'huissier. Par contre, c'est pareil, quand on parle d'harcèlement en ligne, il y a des commentaires qui circulent extrêmement vite. On peut avoir le temps de faire un constat, mais parfois, on n'a pas forcément le temps. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir essayer de trouver, soit on fait des simples screenshots en croisant les doigts et en se disant, bon, la partie adverse va être de bonne foi, elle va reconnaître ses torts, ou le magistrat va reconnaître la bonne foi de mon client, soit vous allez essayer de constituer un certain nombre d'éléments qui vont apporter une force probante plus importante, moins discutable, sur le projet. Et donc là, alors, pardon, pas force probante, valeur probante, puisque ça ne s'impose pas au magistrat. Et donc là-dessus, vous allez essayer d'utiliser des outils qui vont combiner des garanties techniques et notamment, très souvent, des ancrages blockchain. Donc, l'avantage de ce genre de dispositif-là, c'est que vous allez, et je vous parlerai de smart preuve après, mais vous allez pouvoir collecter un fichier par l'intermédiaire du système. Donc, ce n'est pas un fichier tiers qui aurait été potentiellement falsifié auparavant, qui serait mis dans l'outil pour être ancré sur la blockchain. Le fichier est collecté par l'intermédiaire de la solution. Donc déjà, vous cassez un premier frein à la falsification éventuelle d'un document, premier point. Deuxième point, vous allez pouvoir collecter des données autour de ces éléments-là
enfin autour des éléments qui sont collectés et qui vont pouvoir montrer des éléments de contexte. Les données de géolocalisation, l'angle avec lequel vous allez prendre la photo, etc. etc. Tout ça, ça va être des éléments qui vont permettre d'apporter un maximum d'éléments de contexte au fichier qui est collecté et qui vont permettre de l'éclairer et de se dire le fichier effectivement est fiable, on peut lui faire confiance, ou au contraire, voilà, effectivement, vu l'angle du téléphone portable, potentiellement, on a voulu me cacher des choses. Donc, j'ai un doute et je vais pouvoir mettre en avant ce doute par rapport à la conviction qu'on pourrait avoir un magistrat. Alors, évidemment, donc ça, c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pyramide, en réalité, c'est une boîte noire. Autant on est fixé sur la partie acte authentique, rapport d'expertise judiciaire, constat d'huissier ou acte notarié, évidemment, ça s'impose. Tout ce qui est en dessous, aujourd'hui, ça reste laissé à l'intime conviction du juge et à son appréciation. Mais évidemment, son appréciation et son intime conviction va être emportée beaucoup plus facilement par des éléments qui auront une valeur probante sérieuse, contrairement à des éléments qui sont discutables. Est-ce qu'il y a des questions dans cet tour? N'hésitez pas à les poser en direct. Alors, maintenant, que disent les débats? Et en fait, dans les débats, il y a il y a énormément de doctrines et de rapports qui sont rendus sur le sujet, sur la connaissance de la blockchain. Maintenant, il y a des éléments tangibles des débats. Il y a eu la loi Pacte, qui a été débattue en 2019. La loi Pacte, qu'est-ce qu'elle retient? Eh bien, reconnaître de manière implicite, dans le droit positif, le rôle de la blockchain. Alors, dans un cas très spécifique, c'est pour les ICO. Quand on parle de mini-bons, c'est la possibilité de souscrire. J'hyper simplifie, s'il y a des spécialistes de l'ICO, ils viendront me tirer les oreilles après, mais c'est pour vraiment permettre à tout le monde de comprendre. C'est la possibilité, en gros, de lever des fonds par l'intermédiaire de crypto-monnaies et donc de blockchain. Donc ça, c'est encadré aujourd'hui par la loi Pacte et ça vient reconnaître dans les textes le fait que la blockchain puisse être utilisée et reconnue dans les textes. Maintenant, ça ne reconnaît pas la blockchain en tant que preuve. Et il y a eu des débats dans le cadre de la loi Pacte, avec notamment un projet d'amendement, il y en avait plusieurs, mais celui qui allait le plus loin et qui n'a pas été adopté, c'est une modification de l'article 1358 du Code civil sur la liberté de la preuve d'un fait juridique. Et l'idée, c'était de permettre à toute donnée enregistrée sur la blockchain publique ou privée, il y aurait en fait devait valoir preuve de son existence et de sa date jusqu'à preuve du contraire. Donc l'idée, c'était de créer une présomption en fait de l'élément qui était apporté. Ça a été refusé. Et je pense que c'est plutôt ça, au regard de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas des garanties solides en amont sur la façon dont vous collectez les fichiers, vous pouvez tout à fait faire inscrire potentiellement un faux. Et donc, du coup, c'est normal qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait eu des débats, et on comprend pourquoi cet amendement a pu être refusé. Le deuxième point, alors j'ai mis jurisprudence, pardon, c'est pas jurisprudence, parce que c'est dans la continuité des discussions de la loi Pacte, mais c'était pour... ça, c'est le débat législatif. Et dans le cadre de ce débat législatif, le ministère de la Justice a apporté des réponses sur la reconnaissance officielle de la blockchain. Et du coup, la réponse en fait, qu'ils ont donnée, c'est la valeur probatoire, bien sûr sous-entendu de la blockchain, sera appréciée par le juge conformément au droit commun de la preuve, notre droit permettant d'appréhender de manière satisfaisante les questions probatoires soulevées par les chaînes de blocs. Il ne nous paraît donc ni nécessaire ni opportun de créer un cadre législatif spécifique. Autrement dit, on laisse la question de la blockchain et de sa force probante à l'appréciation des juges du fond. Premier point, les juges du fond, il faut les sensibiliser sur le sujet. Tous ne sont pas encore sensibilisés à cette question-là. Donc, premier point, et je pense qu'il appartient aux avocats qui vont le faire utiliser par leurs clients de démontrer, de montrer et de pousser pour que ces éléments-là soient reconnus de manière de plus en plus systématique par le juge, premier point. Et deuxième point, de toute façon, voilà, on ne touche pas à l'intime conviction du juge, c'est sacré, mais on reste finalement sur une sorte de boîte noire, ce qui est un petit peu dommage parce que n'importe quel type de preuve peut continuer à être amené et c'est laissé complètement à la discrétion du juge. Donc là-dessus, c'est quand même dommage quand il y a des caractéristiques techniques très fortes de rester dans ce flou. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on en est là. Même si, je reviens sur la pyramide, évidemment, les caractéristiques attachées à un fichier qui aura été ancré dans la blockchain vont être quasi certaines et ça va être compliqué de ne pas le prendre en compte dans le cadre d'une décision de justice qui serait rendue modulo les éléments de contexte pris avant.
Voilà, et donc après, évidemment, pour moi, c'est le sens de l'histoire, vous en doutez, c'est qu'aujourd'hui, alors certains magistrats de pays le reconnaissent, notamment en Italie, qui a validé l'eurodatage blockchain comme un moyen de preuve depuis janvier 2019. Et en Chine, il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues et qui acceptaient, qui reconnaissaient la blockchain comme un moyen de preuve. Là, c'était sur des questions d'échange de monnaie et de crypto sur le cas en présence. Donc, c'est le sens de l'histoire, c'est la direction que ça prend. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on préfère laisser cette question encore à l'appréciation des pouvoirs souverains des juges du fond. Et en fait, c'est aussi lié à un changement de paradigme important de la justice et de son fonctionnement. Parce qu'effectivement, la blockchain seule demande finalement à un juge de croire à ce qu'il ne peut pas forcément voir, de faire confiance en l'absence d'un tiers de confiance et de reconnaître l'identité d'un signataire qui potentiellement peut être sous pseudonyme. Donc on comprend bien en fait tout le changement de paradigme que ça induit, mais aussi tous les garde-fous, si on veut que la justice se passe bien, qu'il faut mettre autour de la blockchain pour que ça soit un outil au service de la justice et de sa sécurité. Donc il y a énormément de questions qui se posent. Alors, à noter qu'en complément de l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé blockchain est formalisé pour les titres financiers dans le cadre, oui, tout à fait. Merci pour la précision. Alors, je n'ai pas le nom de la personne, c'est LinkedIn User, mais merci pour cette précision. Donc voilà, donc je vous invite, alors je vous laisserai, vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez en privé sur LinkedIn, je vous enverrai la présentation. Et dans cette présentation, vous avez des liens cliquables. Voilà. Et donc, du coup, dans ces travaux de recherche, évidemment, il y a des travaux scientifiques, il y a aussi des travaux de communauté qui se font, notamment au sein d'OpenKnow, où aujourd'hui, on est en train d'identifier, on va travailler sur toutes les bonnes pratiques qui doivent être prises en compte quand on parle de preuves, et notamment quand on parle d'utilisation de la blockchain pour une preuve. Voilà. J'arrive à tenir le délai, purée, je suis content. J'espère que je parle pas trop vite. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Je vais vous faire une présentation en 5 minutes de SmartPreuve qui combine tout ce qu'on vient de se dire. J'attends un instant. S'il y a des questions, c'est maintenant. Ok, ouais, on me signale qu'il y a un petit décalage. Donc, je vais continuer à avancer. N'hésitez pas à me poser les questions et puis je reviendrai dessus. Alors, SmartPreuve permet donc une solution qui vient. Alors, merci. Ah oui, si je vais répondre, pardon, tout de suite à la question. Quel est le coût? C'est une bonne question. Ancré sur la blockchain, ça coûte rien ou presque rien. Je parle de quelques centimes. Donc voilà. Après, c'est tout ce que vous allez mettre autour qui peut avoir un coût, mais on va être sur un coût qui va, dans tous les cas, être relativement faible. Ça va dépendre en fait du service que vous allez mettre autour de l'ancrage blockchain. Je vais vous parler du coût pour SmartPreuve, évidemment. Vous avez des solutions qui sont beaucoup plus chères. À ma connaissance, sur notre fonctionnement, on est moins cher du marché, mais voilà, en tout cas, on peut discuter. Alors, quel est le coût de l'utilisation d'une blockchain? Les blockchains, il y en a qui sont publiques, que vous pouvez utiliser de manière libre, donc qui ne vont rien vous coûter du tout. Ou encore une fois, quelques centimes, parce que derrière, il y a un service qui va être la remise d'un certificat, qui va être un service qui va vous permettre de faciliter la comparaison ensuite de documents, et ainsi de suite. Mais on est vraiment sur un coût qui est marginal. Du coup, donc SmartPreuve. L'ADN de SmartPreuve, c'est quoi? Alors, comme je vous le disais en introduction, moi, je conseille d'ailleurs toujours l'Union nationale des commissaires de justice, ex-Union nationale des huissiers de justice, et dans ce cadre-là, dans le cadre de leurs événements et de nos travaux, on m'a donné un cahier des charges qui était de se dire comment on fait en sorte que l'huissier de justice ne soit plus le professionnel du dernier recours, celui qu'on appelle quand il est trop tard. Évidemment, il y avait une réflexion sur toute la partie recouvrement de créances, que je laisse de côté, puis il y avait tout un autre axe sur l'huissier de justice tiers de confiance. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas forcément recours à l'huissier de justice dans le cadre d'un constat? Parce qu'on ne sait pas forcément que c'est le bon interlocuteur, déjà. Parce que l'intérêt économique de la situation dans laquelle on se trouve ne justifie pas forcément de faire intervenir un huissier qui va faire un constat qui va nous coûter quelques centaines d'euros. Et enfin, il y a ce fameux délai, c'est-à-dire que pour plein de situations éphémères, aujourd'hui, le fait d'appeler un huissier, de le faire venir, ça va prendre quelques heures, quelques jours. Ici, j'ai besoin de démontrer une nuisance récurrente, très ponctuelle, et je ne peux pas dire à un huissier de se mettre en poste pendant 4 jours au même endroit, ou alors ça me coûterait vraiment très très cher pour faire un constat. Donc j'ai besoin de démontrer une fréquence, ou la fréquence d'une nuisance.
Et donc, du coup, l'idée a été de se dire, on va créer une solution qui va mettre en place qui va avoir des caractéristiques techniques qui vont permettre, avec son téléphone portable ou avec son ordinateur, de collecter une preuve très très facilement et très rapidement. Et ces éléments vont être transmis à une étude d'huissier ou de commissaire de justice aujourd'hui, et l'étude va examiner les éléments et rendre une attestation de dépôt. À aucun moment, ça va être un constat d'huissier, d'accord? Le document qui est remis est une attestation, c'est déclaratif, ça n'a pas la force probante et les caractéristiques d'un constat d'huissier. C'est important, évidemment, c'est pas le même prix puisque en fait, cette attestation, elle est remise pour moins de 10 € TTC. Évidemment, l'huissier ne s'est pas déplacé sur place, il n'a pas pu observer et procéder par lui-même aux différentes constatations. Donc là, ici, il prend juste en fait une attestation de dépôt. Il atteste avoir reçu les fichiers qui avaient telle et quelle caractéristique et qui ont été collectés par l'intermédiaire de SmartPreuve, ni plus ni moins. L'avantage de cette attestation, par contre, c'est qu'elle permet de démontrer la détermination qu'on a dans une situation dans laquelle on est victime ou de laquelle on pourrait être victime, et de pouvoir montrer à son interlocuteur que on a un élément probant et qu'on est déterminé à pouvoir faire valoir nos droits si la personne ne veut pas obtempérer ou si elle est de mauvaise foi. Comment ça marche très concrètement? Alors, je vais arrêter ce partage de cet écran, je vais vous en partager un autre. Hop, tac. Normalement. Paf. Ouais, voilà, normalement vous allez voir mon écran. Donc en fait, vous allez sur smartpreuve.com. Bon, là c'est notre site tradi, enfin classique, avec des exemples de cas d'usage et ainsi de suite. Vous allez dans inscription connexion. Donc, ici, comme j'ai déjà un compte, j'arrive directement sur mon espace d'inscription et je vais pouvoir collecter une preuve. Donc pour ça, comme je vous le disais, un des points fondamentaux avant de parler d'ancrage blockchain, c'est de vérifier les caractéristiques des éléments qu'on va collecter. Donc vous pouvez collecter soit une vidéo de votre écran, soit des photos, soit des vidéos tout court. On va prendre ici la collecte de photos. Premier élément qu'on va vous demander, c'est où la photo a été prise. Donc j'active pour ça la géolocalisation. Donc je vais être géolocalisé, voilà, ça tourne. Je suis bien avenue de Verdun, c'est bien conforme effectivement à la situation dans laquelle je me trouve, je vais pouvoir confirmer. Je vais ensuite activer la caméra, voilà, donc ici, me revoilà. Je vais pouvoir du coup prendre différentes photos. Je vais pouvoir prendre une à 20 photos. L'objectif, c'est de pouvoir montrer une situation assez globale avec différents angles de prise pour vraiment pouvoir démontrer un sinistre, l'objet d'une nuisance, et ainsi de suite. J'enregistre ma photo. Bon, vous avez compris, je peux en prendre jusqu'à 20. Et je vais aller sur l'étape suivante. Dans l'étape suivante, je vais dire OK, test, démo, webinar, 13 février. OK. Je vais pouvoir ajouter les éléments de description. Voilà, je vais enregistrer mon dépôt. Le dépôt est sauvegardé. Enfin, le dépôt a été transmis à une étude d'huissier. Il est en attente de traitement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez en fait le dépôt qui est transmis à une étude de commissaire de justice ou d'huissier. Bon, ici, c'est une étude fictive qui est en Laponie, c'est fait exprès pour ne pas spammer nos huissiers qui vérifient et qui reçoivent toute la journée des dépôts de photos. On va pouvoir télécharger une archive du dépôt, et ces éléments d'archive du dépôt, c'est eux qui ont été ancrés dans la blockchain. Vous voyez ici, ancrage blockchain en cours, ça prend quelques secondes. Je vais vous montrer ici, voilà, par exemple, dossier, hop, voilà, vous avez ici une photo que j'ai prise en début de matinée, vous allez retrouver le certificat blockchain. Je vais retourner plutôt dans mes dossiers, je vais vous en montrer une plus globale, par exemple, voilà. Ici, ça a été une vidéo qui a été déposée. Vous allez retrouver votre attestation blockchain. Comme je vous le disais, on travaille avec Hippocampe sur ces questions. Vous allez retrouver l'empreinte numérique qui va vous permettre de revérifier ensuite que, si vous le souhaitez, l'archive du dépôt est bien conforme à ce qui a été ancré dans la blockchain. Puis vous allez recevoir une attestation d'huissier. Et cette attestation d'huissier va dire qu'effectivement, vous avez un huissier qui a bien reçu des fichiers avec tel type de caractéristiques par l'intermédiaire de SmartPreuve. J'insiste, cette attestation de dépôt n'est pas un procès-verbal de constat. Évidemment, ça vaut 10 €, mais par contre, vous montrez votre détermination à ce niveau-là. Et l'huissier de justice ne saurait être tenu d'être responsable de la vérité du contenu dans la mesure où il n'est pas allé sur place. Donc ce petit disclaimer, il est important, mais c'est vraiment important, contrairement à d'autres acteurs du marché que je ne citerai pas, qui finalement entretiennent un doute entre est-ce que c'est vraiment un constat ou pas, et ainsi de suite. Donc là-dessus, nous, on est très très clair. Et en plus, pour l'anecdote, c'est un projet qui émane de l'Union nationale des commissaires de justice, et 2, c'est un projet qui a été financé en premier tour de table par une cinquantaine d'huissiers.
devenu commissaire de justice depuis. Donc évidemment, on a une attention hyper précise sur ce genre de choses. Donc voilà, du coup, vous allez pouvoir retrouver votre dossier, vos attestations et faire ensuite le nécessaire si vous le souhaitez. Je vais arrêter le partage d'écran. Normalement, paf, voilà, vous me revoyez. Alors, quid de en quoi la géolocalisation est-elle utile? Alors voilà, il y a des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil comme SmartPreuve, mais n'importe quel outil va fonctionner de la même manière, on va offrir un maximum de garanties techniques autour de la façon dont le fichier est collecté. Évidemment, le but, c'est de limiter au maximum toute forme de fraude, mais quelqu'un qui, effectivement, va vouloir se géolocaliser à un autre endroit, en utilisant, par exemple, un VPN, bref, qui va essayer de jouer, peut tout à fait modifier la fiabilité de la preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que, potentiellement, il y a des choses qu'on va nous détecter et tout de suite pouvoir noter s'il y a une fraude et ne pas du coup rendre l'attestation. Donc là-dessus, nous, on a des warnings techniques. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la preuve est fiable comme sur votre téléphone portable. C'est-à-dire que parfois, vous avez un écart de quelques mètres, de 20 mètres, de 30 mètres. Donc c'est la fiabilité que vous avez sur votre téléphone portable. Et on sait que parfois, il y a des petits écarts. Dans 98% des cas, c'est très bien. Quand vous n'avez pas de connexion Internet ou qu'elle est faible ou que vous avez, on a eu le cas par exemple, on a fait des attestations on a fait des prises de photos à côté du ministère de l'économie. J'imagine qu'il y a des brouilleurs parce qu'on était géolocalisé au milieu de la scène. Voilà, c'est des exemples de ce type-là où effectivement, sauf cas exceptionnel, la géolocalisation est fiable et celle d'un téléphone portable, évidemment, vous pouvez avoir des gens qui vont jouer avec ces choses-là et qui vont essayer de truquer. Mais il y a une présomption de bonne foi. Encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter au maximum que des fichiers falsifiés puissent être stockés. Maintenant, la réalité, c'est que si vous voulez démontrer un fait juridique que vous êtes de bonne foi et que vous utilisez de bonne foi la solution, ça va être très compliqué pour une partie adverse de démontrer le contraire. Donc à partir de là, ça va être très compliqué pour elle de modifier la date, le lieu et d'essayer de vous opposer quelque chose qui serait contraire à ça. Alors, mais est-elle indiquée? Oui, l'attestation, la géolocalisation est indiquée sur l'attestation d'huissier. C'est la géolocalisation qui est prise par l'intermédiaire de notre dispositif. Il y avait une autre question. Quid de la confidentialité et du conflit d'intérêts avec qui traite l'envoi? Alors, le fichier, qui peut voir les fichiers aujourd'hui? La personne qui émet le dépôt, premier point. L'huissier de justice qui va valider le dépôt. Et c'est tout. Donc, c'est les deux interlocuteurs qui aujourd'hui voient le fichier. Après, en tant qu'avocat, vous pouvez créer un compte avocat et vous pouvez inviter vos clients à faire directement des dépôts. C'est-à-dire que vous allez dire, OK, j'ai 50 clients qui ont des besoins récurrents de collecte de preuves. Je vais les inviter à utiliser SmartPreuve pour leur permettre de collecter de façon massive l'ensemble des preuves au dossier qui vont permettre de mieux les défendre et de mieux représenter leurs intérêts. Je vais créditer, donc du coup, moi, avocat, je vais inviter différents utilisateurs. Je vais vous repartager mon écran, je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Hop, voilà, donc on est ici. Vous allez pouvoir jouer avec votre réseau, vous allez pouvoir ajouter ici des utilisateurs et vous allez pouvoir ajouter vos clients ou des collaborateurs en tant qu'avocat. Et ensuite, vous allez donner des crédits à vos clients pour qu'ils puissent réaliser les dépôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, vous, en tant qu'avocat, alors pour pouvoir inviter des clients, c'est un coût, c'est 29 € par mois. Et ensuite, vous allez payer des crédits, soit sous forme d'abonnement, soit à l'unité. Dire, OK, j'achète 100 crédits, je les reventile, j'en donne 5 à tous mes clients, ils font leur dépôt comme ils veulent, j'ai les éléments de preuve et je leur refacture au prix que je veux, puisque vous, en tant qu'avocat, vous avez un travail d'analyse, vous allez peut-être émettre des courriers et ainsi de suite. Donc, vous avez un certain nombre de choses à penser à ce niveau-là. Et de services à développer. C'est ce dont on va parler la prochaine fois. Alors, est-ce que vous êtes certifié par un organisme ou par un label? Non, pas aujourd'hui. En revanche, on respecte un certain nombre de normes dans la collecte et on est en train de regarder quelles seraient les normes les plus adaptées auxquelles on pourrait répondre pour effectivement passer des certifications ISO, AFNOR et ainsi de suite. Donc, c'est en cours, mais aujourd'hui, on respecte un certain nombre de dispositifs. On a dû en fait passer au crible fin. On commence à travailler avec des assureurs. Donc, vous imaginez qu'on a été audité un peu dans tous les sens d'un point de vue technique et c'est très bien. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de regarder pour transformer tout le dispositif technique qu'on a mis en place pour qu'il puisse être reconnu officiellement.
Donc voilà, est-ce que je réponds à vos questions? Donc l'idée, je vais vous partager cette fois mon autre écran pour finir, parce que je vois que on est à l'heure, mais que c'est la fin, et je me promets, c'est de ne pas vous prendre plus de temps. Donc voilà, l'idée, c'est de faire 2 conférences, supplémentaires, la semaine prochaine, la semaine suivante, sur LinkedIn, de la même façon. Et ça va être de vous montrer comment vous, avocat, vous allez pouvoir améliorer la relation client dans le cadre de la collecte de preuves, comment vous allez pouvoir sensibiliser vos clients à la question de la preuve, quels sont les outils qui existent, comment les recommander, comment les utiliser en tant qu'avocat aussi. Donc il y aura vraiment, on va vraiment être là-dessus. Et voilà. Ah oui, conformité RGPD, évidemment, là-dessus, on est pareil. On est obligé de respecter les fondamentaux. Hein. Donc le RGPD, on est même obligé d'aller plus loin que les fondamentaux quand on travaille avec un certain nombre de clients là-dessus. Donc améliorer sa relation client, donc dans le cadre de la collecte de preuves en matière contentieux. Et puis il y aura un deuxième webinaire le 9 mars où on va vraiment travailler sur les modèles économiques et la façon dont aujourd'hui, avec les nouveaux outils, vous allez pouvoir adresser des marchés en tant qu'avocat ou même en tant qu'huissier sur lesquels vous n'êtes pas forcément. Et c'est des marchés nouveaux. À aucun moment le but est de concurrencer le constat d'huissier. Je le précise parce qu'on a, on a, on a parfois des interlocuteurs qui n'ont pas la même perception que nous. En fait, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de permettre au commissaire de justice d'être dans la boucle le plus tôt possible, parce que c'est l'interlocuteur de référence et naturel dès lors qu'on parle de tiers de confiance et de preuve. Évidemment, pour que la preuve soit parfaite et qu'elle s'impose à un magistrat, il faut qu'elle fasse l'objet d'un constat. Donc, il faut que l'huissier se déplace sur site ou procède lui-même constatation si c'est sur Internet ou sur site aussi. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. L'objectif ici, c'est d'avoir dès le départ l'huissier dans la boucle, d'avoir potentiellement un moyen de dissuader une partie de mauvaise foi de ne pas croire une situation ou de ne pas admettre une situation. Et voilà. Alors, merci beaucoup. J'avais juste une question. Si je comprends bien, c'est plus compliqué d'utiliser cet outil pour garantir l'identité, sincérité des preuves écrites, ou comment se servir de la blockchain pour les preuves écrites, sachant que la géolocalisation sont moins pertinents. Oui, alors tout à fait. C'est très juste. Vraiment, Smart Preuve est sur la partie contexte. Donc, c'est photo, vidéo d'un environnement dans lequel vous vous trouvez, ou ça va être impression d'écran, enfin plutôt vidéo d'écran. Et donc là-dessus, pour le coup, on va collecter des métas sur quelle URL vous êtes en train de collecter votre preuve et ainsi de suite. Donc on va collecter un certain nombre d'éléments de contexte. Encore une fois, ça va donner des caractéristiques probantes qui vont être que le juge sera obligé d'admettre, mais qui pourront être combattues toujours par tout moyen, puisque ça n'a pas la force d'un acte authentique. Mais voilà. Alors, et du coup, oui, on n'est pas sur de l'ancrage ici de documents et potentiellement, oui, on n'est pas ici, il n'y a pas on n'est pas sur des questions de preuves écrites comme un contrat et ainsi de suite. En tout cas, pas avec Smart Preuve. Il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question. Quels sont les inconvénients de ce système si un client veut, je vais prendre dans l'ordre, si un client veut utiliser votre plateforme, il doit créer un compte et il peut payer un seul crédit sans abonnement. Oui, tout à fait. Pour les particuliers, c'est ouvert sans abonnement. Pour les professionnels aussi, ils peuvent acheter soit des packs de crédit de 1 à 100, et en fonction évidemment de prix dégressif, soit des abonnements. Je prends l'exemple d'artisans du BTP qui ont des besoins récurrents, ils vont pouvoir inviter des chefs de chantier. En fait, dès lors qu'on passe sur un multi-user, c'est-à-dire qu'on a besoin d'inviter des collaborateurs, c'est 29 € par mois. Et en plus, vous allez acheter les crédits que vous allez consommer. Et les crédits, vous pouvez les acheter soit en pack, soit en abonnement. Si vous avez des besoins très fréquents, vous dites, ok, je prends un abonnement de 5 crédits par mois, voilà, ou plus ou moins, on peut réajuster à tout moment. Et un particulier peut acheter un crédit à l'unité. C'est-à-dire que si vous avez un client qui a un besoin ponctuel, il peut acheter un crédit à l'unité. Vous pouvez recevoir la présentation, oui, tout à fait. Encore une fois, écrivez-moi en inbox sur LinkedIn. Vous m'écrivez en inbox ou privé sur LinkedIn, c'est la même chose. Et je vous enverrai la présentation.
Voilà, je suis content parce qu'on a tenu le timing. Je vous donne rendez-vous le 2 mars où là, on va être beaucoup plus orienté, relation client. Comment aujourd'hui je peux utiliser ces outils pour dans ma relation client pour mieux, conseiller mes clients, pour, avoir des dossiers le plus solides possible, pour mieux les gérer aussi en tant qu'avocat. Et puis ensuite, on travaillera le 9 mars sur comment j'arrive à aller sur de nouveaux modèles économiques ou de nouvelles offres de services avec ce type d'outil-là. Comment, en tant qu'avocat, huissier, je peux proposer des services nouveaux. Voilà. Ouais, ce système pourrait considérablement aider les services de police et les procureurs lors des dépôts de plainte au commissariat. Oui, c'est certain. C'est certain. Pour info, on a certains avocats pénalistes qui le recommandent à leurs clients et je sais que ça a été apporté dans des dossiers, mais pas forcément en complément de plainte avec les forces de l'ordre. Mais voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, je réponds à toutes les questions sur LinkedIn en privé. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne après-midi. Au revoir.